Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler psychomotricité aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de recevoir Madame Daphné Prendésis. Bonjour Daphné. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui parmi nous. Donc Daphné, vous avez 28 ans, vous êtes psychomotricienne et vous exercez en libéral depuis 2016. Voilà. Et depuis 2018, vous exercez également en IME, Institut médico-éducatif. Donc nous allons parler aujourd'hui de la psychomotricité. Alors, du bébé à la personne âgée, vous allez nous l'expliquer, le psychomotricien réduit les handicaps, rééduque le corps, utilise des thérapies spécifiques qui prennent plusieurs formes, que ce soit l'expression corporelle, l'exercice d'orientation et de structuration spatiale, les jeux. Alors vous traitez les tics, les bégaiements, les troubles du comportement. Vous allez nous expliquer tout ça en détail, Daphné. Beaucoup de personnes confondent la kinésithérapie et la psychomotricité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quelle est la différence entre les deux métiers et en quoi consiste réellement la psychomotricité? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour commencer, ce sont deux professions qui sont assez vastes l'une comme l'autre, puisque on accueille des populations qui peuvent être très variées. Pour les kinésithérapeutes, c'est pareil aussi, ça peut être du tout bébé à la personne âgée. Nous, c'est également le cas. Mais là où le kinésithérapeute va aller s'axer sur vraiment ce qui va être fonctionnel au niveau du système locomoteur de la personne, nous, on va avoir une approche qui est beaucoup moins technique vis-à-vis de ça, mais qui va essayer de prendre en compte le corps, la dimension psychocorporelle de la personne, et donc qui va viser à rétablir un équilibre et donc une unité entre le corps et le psychisme en prenant en compte la cognition et les émotions. Donc, quand vous exercez votre métier, Daphné, alors on va parler des enfants parce qu'on est dans le journal d'une maman, donc on va s'axer sur les enfants. Beaucoup d'auditeurs nous ont demandé des enfants qui naissent avec des anoxies néonatales, avec des troubles spécifiques à la naissance et qui ont du mal à acquérir la marche, certains apprentissages. Quel est votre rôle? Comment va se dérouler finalement les séances? Quelle est la démarche du psychomotricien dans ces troubles d'apprentissage basiques comme la marche, la motricité fine? Alors, pour ce qui est donc, du cas des anoxies et des enfants qui ont par exemple un IMC, on va travailler conjointement avec le kiné, mais pas que. Il va y avoir vraiment un encadrement de plusieurs professionnels de santé. On va essayer d'être complémentaires dans nos approches et dans nos pratiques. Et donc, ce qu'on va pouvoir proposer au niveau de la psychomotricité pour ces enfants qui présentent pas mal de déficits, ça va être de reprendre un petit peu où est-ce que l'enfant s'est arrêté de son développement, de repartir de là et de favoriser un petit peu le développement moteur mais aussi cognitif conjointement en proposant des médiations psychosensorielles, des activités expressives et d'autres activités qui sont peut-être un peu plus sportives. Alors comment vous faites le bilan chez ces enfants? Ils arrivent, vous les examinez, vous les faites marcher. Comment vous repérez, vous, le retard en tant que psychomotricienne? Alors, en général, quand un enfant se présente pour un bilan psychomoteur, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez long à faire, puisqu'on va aller évaluer un peu plusieurs domaines. Ça va être vraiment sur le plan de la motricité globale, de la motricité fine, sur ses capacités oculo-manuelles, ses coordinations, les équilibres, la gestion du tonus aussi également. On va un petit peu détailler tout ça, comment est-ce qu'il se situe dans l'espace, dans le temps, où est-ce qu'il en est un petit peu de son développement général. Donc c'est beaucoup moins ciblé que ce que vont pouvoir faire d'autres professionnels, type par exemple je pense aux neuropsychologues, qui eux ont des tests très précis et très fins, notamment pour les évaluations du QI ou attentionnel. Nous, on va vraiment plus faire une approche de dépistage, mais essayer de tout balayer un peu
pour faire un peu comme une photo de l'enfant à un instant T et mettre en évidence donc, des potentialités et des déficits qu'il présente et monter un projet thérapeutique s'il y a besoin suite à ça. À partir de quel âge les enfants peuvent commencer des séances de psychomotricité? Alors écoutez, on a des psychomotriciens qui travaillent de plus en plus en service de néonatologie, donc ça peut commencer très tôt. Et il y a aussi des consultations spécifiques pour les femmes enceintes. D'accord. Alors, par curiosité, comment un psychomotricien peut agir in utero? Alors écoutez, moi je vous avoue que c'est pas votre domaine. Voilà, c'est pas tellement mon champ d'action. Maintenant, je sais que beaucoup vont proposer des exercices de relaxation, voire d'hypnose. Ils vont proposer aussi peut-être des mouvements pour que le bébé dans l'utérus puisse... C'est intéressant de savoir qu'on peut agir aussi in utero. Donc, il y a un bilan, de psychomotricité qui se fait. À la suite de ce bilan, vous sortez des conclusions en fait sur ce que vous avez vu. Comment se passent les séances? Est-ce qu'il y a plusieurs séances par semaine? Je suppose que ça dépend des cas. Sur combien de temps on peut voir des améliorations? C'est des questions que se posent beaucoup les parents. Comment se passe la suite de la prise en charge? Alors, je vais principalement parler de la prise en charge en libéral, mais je pense que c'est aussi valable pour tout ce qui va être CAMS ou CMPP par exemple. Donc en général, on reçoit l'enfant une fois par semaine, voire deux. C'est des prises en charge qui sont en général assez longues puisqu'on prend vraiment le patient dans sa globalité. On va essayer de faire un travail de fond et on va essayer de le faire gagner en autonomie pour qu'il puisse être autonome dans la gestion de ses difficultés. Alors, vous voyez les améliorations au bout de combien de temps? Il faut prévoir environ 40 séances, c'est-à-dire une année de prise en charge pour avoir déjà des améliorations assez solides. Après, évidemment, ça dépend toujours du patient, de l'investissement, du trouble, de plein de choses. Mais c'est pas rare que dans certains cas, les prises en charge se poursuivent sur plusieurs années. Notamment, je pense à mes patients qui sont porteurs d'un trouble du spectre autistique. Donc là, voilà, c'est un travail beaucoup plus global et qui se fait dans la durée en fonction du déficit. Alors, vous utilisez du matériel, on voit des gros ballons quelquefois. Qu'est-ce que vous avez comme matériel? Enfin, qu'est-ce que vous utilisez le plus comme matériel? Bon, ça diffère selon les pathologies, mais avec quoi vous travaillez le plus? Alors, c'est une des grandes chances que j'ai de pouvoir travailler dans une salle de jeu immense, voire même parfois en IME, travailler en extérieur. En tout cas, c'est des projets que j'essaye de mettre en place. Au niveau du cabinet, effectivement, on utilise beaucoup de jeux. Alors, ça passe des jeux de société au bureau, des fois, mais aussi on a des trampolines, des gros ballons. On fait beaucoup de parcours moteurs pour mettre l'enfant en situation. Et l'idée, en fait, c'est de travailler dans le jeu et d'aborder les apprentissages par un aspect ludique, de permettre à l'enfant d'expérimenter pour le libérer de la crainte de l'échec et de pouvoir, par ces petites expériences qu'il fait, se construire. Voilà, donc en limitant un maximum les contraintes du milieu et le stress du milieu, on arrive à vraiment cibler sur ce qu'on doit travailler avec le patient. Alors, je vous pose une question. Souvent, ces patients ont des pathologies diverses, on parle des enfants, et souvent, les enfants avec des troubles du comportement viennent vers vous. Comment vous, en tant que psychomotricienne, vous arrivez à alors régler, non, c'est peut-être un grand mot, mais comment vous arrivez à apaiser ces enfants avec des troubles du comportement? Alors, je dirais que dans la plupart des cas, après, enfin, chaque patient est différent, on essaie vraiment de faire du sur-mesure, mais dans la plupart des cas, quand on permet à la personne de pouvoir s'exprimer et de pouvoir mieux communiquer ce qui lui pose souci, d'aller non seulement être écouté, mais aussi s'écouter lui-même, en général, les troubles ont tendance à diminuer. Et ça se fait d'abord évidemment en cabinet, mais aussi après en partenariat avec le milieu de vie de l'enfant, que ce soit le milieu scolaire ou le milieu familial. En général,
quels que soient les jeunes que je reçois, quand ils se sentent écoutés, on a déjà une diminution des troubles. Est-ce que vous avez des exercices à proposer pour ces jeunes-là? Est-ce que ça passe aussi par les parcours, comme vous parliez tout à l'heure? Alors, on adapte vraiment à la personne qu'on a en face de nous, où est-ce qu'il en est déjà de son développement, de sa capacité à exprimer ses émotions. Il y en a avec qui on va passer par des marionnettes, donc vraiment un lien indirect, d'autres avec qui on va proposer de la danse, du théâtre, d'autres avec qui on va travailler sur des pictogrammes ou la roue des émotions par exemple. Donc on essaye de varier les outils et de proposer celui qui sera le plus pertinent. Alors on va revenir, avant de terminer, à ce qui se passe en IME. Donc ce sont quand même des personnes qui sont différentes, donc, par rapport à ce que vous voyez en cabinet, je suppose. Comment se passe la vie là-bas un peu, votre action à vous? Alors écoutez, moi déjà je suis ravie, j'ai commencé en septembre donc, dans cette IME. On accueille, donc je suis sur une population de jeunes, donc des adolescents ou des jeunes adultes porteurs de TSA. Ce sont des TSA qui sont assez marqués, avec notamment la plupart sont non-verbaux ou maîtrisent que quelques petits mots. Moi j'en apprends tous les jours à leur contact parce qu'ils ont vraiment une manière d'être au monde qui est différente, mais qui est aussi à écouter, à observer. Moi personnellement j'en apprends beaucoup d'eux au quotidien. Et l'idée, ça va être de chacun faire un petit bout de route pour arriver à se retrouver et à mieux communiquer, faire nos apprentissages ensemble. Et voilà. Qu'est-ce que vous leur proposez comme atelier à ces personnes? Ça part, on danse ensemble, comment se passe Alors effectivement, il y a un atelier danse qui est en place depuis le début d'année, là, qui marche très bien. Moi, principalement, j'ai dû m'axer sur les bilans, là, notamment les bilans sensoriels. Je pense que c'est un point important là, de l'aborder aujourd'hui parce qu'on y pense très rarement, mais on a chacun notre manière de vivre le monde qui est différente. Et quand on varie trop de la norme, on peut recevoir des signaux qui sont désagréables, voire même douloureux. Et là, en ce moment, j'essaye de voir comment les adapter au mieux à leur environnement et inversement. Pour notamment favoriser le travail. Alors ça va passer par des vestes lestées, ça va passer par des coussins à air ou des coussins vibrants pour leur apporter des stimulations différentes et des stimulations qui sont compatibles avec leur ressenti. Alors donnez-moi un exemple de ressenti que peuvent avoir ces personnes-là, par exemple, pour qu'on comprenne mieux. Alors, ça peut être sur tous les sens, même sur le plan proprioceptif et vestibulaire. Ça peut être assez invalidant. Il y en a qui ne supportent pas certaines matières, ou des vêtements trop serrés, des vêtements trop lâches. D'autres qui ont beaucoup de difficultés avec les sons. D'autres, ça va être les odeurs, à un tel point que ça va générer des réflexes nauséeux. Voilà, donc je pense que des fois le quotidien de ces jeunes peut être un enfer et c'est très important d'en prendre soin et de soigner l'environnement pour qu'ils puissent. Et comment vous travaillez sur ça alors? Par exemple, quelqu'un qui est écœuré par les odeurs, comment vous allez travailler? Alors, il y a deux manières de travailler. Soit on agit vraiment sur l'environnement pour essayer de limiter au maximum les stimulations ou de ne favoriser que des stimulations qui sont acceptables. Soit on fait un travail d'habituation où très progressivement on va intégrer dans la vie du jeune des stimulations pour qu'il puisse s'habituer. Voilà. Écoutez, c'est passionnant parce que je pense qu'il y a tellement de cas différents et tellement de choses à expérimenter finalement. Juste avant de terminer, on parle de nos personnes âgées. Oui. Les petits papis, les petites mamies. Alors écoutez, je pense que ce sera à envisager dans peut-être quelques années pour moi parce que effectivement, comme c'est un métier qui me permet de découvrir beaucoup de choses, je pense que je ne vais jamais m'arrêter. mais oui, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en France, notamment dans les services de gériatrie.
puisque très souvent, alors on trouve de plus en plus de psychomotriciens dans les PASA pour les personnes âgées, dans les maisons de retraite. Mais moi, ce que je vois aussi, ce sont ceux qui sont hospitalisés pour des durées plus ou moins courtes ou plus ou moins longues, des fois même des durées qu'on ne peut pas prévoir à l'avance parce qu'il y a des complications. Et je pense que le psychomotricien pourrait avoir sa place auprès d'eux pour arriver à les soulager d'une part, mais aussi prendre le temps, parce qu'on prend rarement le temps avec ces personnes. Et ça fait partie de notre métier, cette temporalité-là. Je pense que ce serait important de respecter la leur. Daphné, merci beaucoup et plein de bonne énergie pour continuer vos projets. Oui. Et pour aider les autres. Alors écoutez, peut-être si je peux encore... Bien sûr, je vous en prie. 2 minutes. J'ai questionné un petit peu 4 enfants du cabinet. Je voulais un petit peu qu'ils puissent s'exprimer aussi, parce que pour moi c'est important de leur laisser la parole. Donc je leur ai demandé pourquoi ils venaient et qu'est-ce qu'ils faisaient chez moi finalement. Donc il y a une petite qui m'a répondu pour arriver à contrôler mon TDAH. Un autre qui m'a dit pour m'aider à apprendre des choses. Un troisième qui m'a dit parce que je ne sais pas faire mes lacets et le vélo. Sinon, quand je leur ai demandé comment on travaillait, évidemment, c'est les jeux qui ressortent. Et ils sont aussi contents de pouvoir s'exprimer aujourd'hui à travers moi pour cette émission. Et quand je leur ai demandé si ça les aidait de venir ici, ils m'ont dit notamment oui, ça aide pour faire travailler mon cerveau et mes mains, pour apprendre à colorier et à écrire. En plus, ça me plaît. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme mais ça. C'est très intéressant de savoir quel est leur ressenti. Et je pense qu'ils ont tous compris pourquoi ils étaient là aussi. Oui. Et c'est ça qui est important. Oui, peut-être n'hésitez pas un jour à inviter un enfant qui a des suivis, qui a des prises en charge pour qu'il puisse s'exprimer à ce sujet et qu'il puisse un petit peu exprimer son vécu par rapport à tout ça. On y pensera, très bonne idée. Merci en tout cas de votre intervention, Daphné, et puis je vous dis à bientôt. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.